cuestión de África y sobre todo también la cuestión vinculada a la República Democrática del Congo, por tanto decidimos unirnos, decidimos colaborar para poder tener una voz más fuerte, ¿no? Ver qué podemos aportar a este objetivo común, que es visibilizar esta cuestión y darle como más visibilidad, en primer lugar en la sociedad civil, en la ciudadanía, para posteriormente poder construir alguna acción más a nivel político que pueda contribuir a cambiar estas estructuras de desigualdad, de violencia. Y de ahí que las diferentes entidades, entre ellas, por ejemplo, la Lliga dels Éssers Pobres, hoy tenemos con nosotros a Rita Juives, que es su presidenta, junto conmigo, junto con otros compañeros de Farmacèutics Mundi, de Médicos Mundi, de La Brecha, de Justícia y Pau, es decir, diferentes entidades catalanas han estado reflexionando sobre esta cuestión, intentando aportar su grano de arena, unas desde la cooperación al desarrollo, otras desde el activismo, desde la sensibilización, desde la incidencia, otras desde la investigación, intentar aportar su grano de arena respecto a esta cuestión para ver si entre todas podemos contribuir desde aquí, desde Cataluña, a hacer algún paso adelante. La escuela, como ya sabéis, lleva más de 10 años trabajando en esta cuestión. Lleva alrededor de 14 años investigando, realizando tareas de sensibilización, realizando docencia vinculada a la paz, a los derechos humanos, la construcción de la paz e incluso la mediación e intervención en algunos conflictos. Hemos hecho una veintena de pases, entre 20 y 30 pases desde el documental. Lo presentamos en los Cines Verdi, en Barcelona, y después en Barcelona creo que se han hecho como 5 o 6 pases en otras asociaciones, otros cines. El trabajo que vamos a hacer en este debate me hace reír de varios viajes que hemos realizado al terreno. En mi caso, he estado 2 veces en Congo, en 2009 y en 2012. ¿De acuerdo? También en paralelo he estado en Burundi, en Uganda, en el norte de Uganda, en Kenia, pero en lo concerniente a los Grandes Lagos, digamos que son estos países los que he visitado, muchas veces enfocado al análisis, a la investigación sobre esta cuestión, sobre las diferentes cuestiones que aparecen en el documental. Au niveau des territoires, il y a beaucoup de problèmes. Et ces problèmes sont liés à la présence des groupes armés étrangers, FDLR, qui sont là depuis 1994. Ils sont venus après qu'il y ait eu la guerre, l'accident de l'avion du président au Rwanda, et il y a eu ce qui s'est passé au Rwanda. Au mois de juillet, une opération des Nations Unies, appelée Opération Turquoise, a fait traverser les populations rwandaises fuyant la guerre au Congo. C'est la France qui a, avec l'opération Turquoise, qui a amené le FDLR. Hein. Ils ont cautionné cette situation. Les FDLR, les Hutus rwandais ont traversé les frontières armées. C'était la France. Mais dans ce lot de traversées, il n'y avait pas seulement les civils. Il y avait aussi les miliciens, il y avait aussi les militaires rwandais, les ex-FARC. Il y avait les enfants non accompagnés. Et donc, ils nous ont dit c'est juste temporellement et puis ils vont rentrer chez eux. Et ils ne sont jamais rentrés chez eux. Et comme le Rwanda est à la frontière avec la partie est du Congo, une partie a pris la direction de Goma, le Nord Kivu, une autre la direction du Sud Kivu, à partir d'Uvira, et on pouvait les voir, différents camps érigés, jusque vers le plus grand camp qui était Mugunga. FDLR, en ese momento era el ejército de Ruanda, el gobierno de Ruanda, forzado por un grupo armado que era el Frente Patriótico Ruandés, procedente de Uganda. Este grupo armado forzó la caída del régimen que cometió el genocidio. Y este régimen genocida, es decir, estos residuos del ejército y del gobierno ruandés se refugiaron en el este del Congo. En 1996, une attaque survient sur la ville de Bukavu. L'attaque qui vient démanteler les camps de réfugiés et les disperser loin de la frontière. Ces attaques qui les ont dispersés les ont repoussés plus à l'intérieur de la ville. C'est-à-dire, au lieu d'être aux frontières pour rentrer au Rwanda, ils vont se retrouver à des milliers de kilomètres.
Ruanda, a pesar de que firma el acuerdo de paz con el gobierno del Congo en el 2002, sigue periódicamente, oficial y extraoficialmente, es decir, de forma secreta o a veces de forma pactada, invadiendo el Congo para intentar capturar a estos sectores, estos residuos del régimen genocida. Pero claro, estamos hablando que el genocidio tuvo lugar en el 94. La gente que cometió en ese momento el genocidio con la gente que hoy en día forma parte del grupo armado que persigue Ruanda tiene un poco que ver ya. Han pasado casi 20 años. Mais ce qui est curieux aussi, ils sont dans différents endroits où il se passe l'exploitation des minéraux. Et maintenant, il y a un problème de l'insécurité qui peut être lié aussi à l'exploitation des ressources. This is a very important area as far as the mining and the natural resources are concerned. There are two important localities in this area of responsibility. One is BCA and another is Quilambo. Casterite and bauxite, these are the two minerals which are being excavated. BCA, approximately 15 to 20,000 people are employed in the profession of. Cada 15, cada 20 días está saliendo un teléfono móvil con mayores novedades, con mayores cosas, y somos unos consumidores irreflexivos. Y ya también el problema, porque mira, por ejemplo, Nokia, que compra los minerales de las empresas grandes de electrónicos en África, y sus fábricas, empresas están en Asia, donde las condiciones de trabajo son brutales, con números de suicidios en China. Lo que podemos intentar empezar a hacer nosotros y nosotras es empezar a tener una reflexión alrededor del consumo. Hace 2 meses tuve una feria de tecnología de celulares acá. Mucha gente de Brasil estaba acá. Ya este fin de semana en Brasil también tuve una feria con Nokia, Samsung y otros más también. Y no tienen voz activa tampoco para saber. ¿El mineral solo tiene el Congo o hay más países que lo tengan? Hoy en día el Congo aporta el 10% del volumen de coltán que hay presente, digamos, en el uso, digamos, de la industria. Pero, a la vez, sí que también hay un cierto consenso en que el Congo atesora alrededor del 80% de las reservas. Es decir, que las explotaciones que había en Brasil, que hay en Brasil y que hay en Australia, se han ido agotando y que la del Congo todavía es, digamos, virgen. Now I have arrived. Finally I'm here. This is what I've been looking for. In this place, people die so we can get mobile phones. This mountain is full of improvised mining shafts, and I get a feeling that the whole mountain could collapse at any moment. 5 years ago, this place was only jungle. Nous sommes à Bukavu, au bureau de AFEM, les associations de femmes des médias. Ça va? Oui, ça va. Si on prend les ressources minières qu'il y a au Congo aujourd'hui, c'est un pays qu'on appelle un pays catastrophique en matière de richesse sous-sol ici. Mais à quoi est-ce que ça profite aux Congolais? Ici, un Congolais peut naître, grandir et mourir. Il n'a jamais vu de l'or de ses propres yeux. Alors qu'il marche sur l'or ici, il est là, partout il y a de l'or, mais un Congolais peut naître, grandir et mourir alors qu'il n'a jamais touché de l'or. C'est inconcevable. Il y a de fraude, il y a de vol, de pillage des ressources. Des multinationales, tu vas voir, ils ont dit juste on vient prendre du coltan et c'est du zinc, c'est du cobalt, c'est l'or, donc ils prennent tout. Il n'y a pas de contrôle par rapport à cette situation et donc c'est la loi du plus fort. C'est comme si nous sommes dans un jungle, c'est la loi du plus fort. Donc celui qui est fort, il prend ce qu'il peut prendre et il laisse le miette à ceux qui ne sont pas forts. Il y a intérêt à exploiter les mines ou les ressources naturelles du Congo. Mais pourquoi ne pas contracter directement avec le Congo que de le faire par des pays voisins qui, enfin, viennent nous imposer la guerre et l'insécurité pour exploiter gratuitement? Ce serait plus digne si on peut signer des contrats
directement avec le gouvernement congolais et que l'impact de ces exploitations touche le Congolais. Nous avons des richesses de noms. Ce sont des richesses que moi je qualifie de noms parce qu'ils ne servent à rien au peuple congolais. C'est vrai, ça produit parce que nos autorités ne vont pas nous dire que lorsque les multinationales viennent ici, prennent les richesses gratuitement et s'en vont. Elles payent. Mais cet argent profite à qui? Ça profite à quelques personnes qui mettent dans leur poche et qui s'enrichissent au détriment de la pauvre population pourtant qui devait exploiter, qui devait bénéficier. La vie sociale est difficile. Les fonctionnaires n'ont pas un salaire décent. De même les militaires, de même les policiers. C'est ce qui fait que, en différents endroits, on enregistre des cas de meurtre. La justice n'est pas encore à la hauteur de contenir toutes les situations. Et les populations qui considèrent qu'ils ne sont pas sécurisés, ils se prennent en charge par une sorte de justice populaire. Cela consiste a se venger. Si de $30 que cobra el soldado a 200 que puede estar cobrando un médico, a 300 que puede estar cobrando un juez, pero si vosotros vais a Goma a intentar alquilar un piso, en Goma, la ciudad del este del Congo con 1 millón de habitantes, pueden cobrar $300 por alquilar un piso, con condiciones, con jardín, $400. ¿Por qué? Porque ha habido un boom a partir de la presencia de ONGs y de Naciones Unidas, de todas las organizaciones, que ha multiplicado el precio de la vivienda. Y claro, un juez cobrando $300 al mes, justito. Il n'y a pas de programme clair pour lutter contre la pauvreté. La corruption a un impact très très négatif sur la lutte contre la corruption. Les gens ils font fortune en toute impunité sur le dos des citoyens. Comme les évêques l'ont dit, qui est devenu, je crois, une culture et un mode de vie. Donc la corruption est devenue un mode de vie et sur fond d'une impunité totale. Donc on nous annonce à la radio que tel fonctionnaire a détourné des millions de dollars et par après il n'y a pas d'action. C'est que dans tous ces champs où il y a l'impunité, où il y a la pauvreté, où il y a l'absence de l'État, je crois que les champs est favorable à l'émergence des conflits. Pero hay inequidad también, se ve inequidad en el Congo. Es decir, grandes diferencias entre ricos y pobres, o todo el mundo es pobre, ¿cómo es la cuestión? O sea, hay una pequeñísima clase rica, muy rica. Entonces tenemos una mayoría de la población que vive en condiciones de pobreza, de extrema pobreza. También es cierto que en el mundo agrícola, en el mundo rural, la población vive cuando se habla de estos porcentajes, por ejemplo, del PNUD, del dólar diario. No es lo mismo, ni mucho menos, $1 diario en Barcelona que $1 diario en el Congo. Pero es un estado fallido, ¿no? El del Congo. ¿Qué entendemos por estado fallido? Bueno, en el sentido que no controla, ¿no? Por lo menos gran parte de su territorio. Y no garantiza la seguridad, ni servicios, ni... No todo el ejército es corrupto. Hay sectores del ejército que son más corruptos, sectores que son más, digamos, más leales. Hay oficiales que realmente respetan los derechos humanos, como a veces hay oficiales que están abiertos a contribuir a que su sueldo se incremente. Imaginaos, es que seguramente a lo mejor yo haría lo mismo. ¿Y vosotras? Si estuvierais un sueldo de $30 al mes y fuerais vigilantes en la frontera y vierais que cada día están transitando camiones cargados de minerales, ¿qué diríais? ¿Que pase el camión tranquilamente? ¿O pararíais el camión y le diríais al conductor, conductor, este camión no pasa menos que... Poneros en ese dilema. On nous appelle aujourd'hui un pays où coule le miel et le lait.
C'est comme ça que tout le monde sait au monde que le Congo, c'est un pays où le lait et le miel coulent. Et c'est vrai parce que si vous voyez les richesses qu'il y a au Congo, dans le sous-sol et sur le sol congolais, vous ne pouvez pas imaginer que c'est au Congo qu'il pouvait y avoir des fonctionnaires impayés depuis plus d'une décennie. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est au Congo qu'on pouvait trouver des enfants mal nourris, des enfants non scolarisés à un niveau là très élevé et des personnes analphabètes. C'est pas au Congo qu'on pouvait imaginer ça si réellement ces ressources-là servaient au Congo. Los políticos son un reflejo de la sociedad en la que viven. Y de ahí que cambiar a los políticos o el sistema político vendrá cuando pues, la educación, vendrá cuando el volumen de sociedad civil, las críticas de la sociedad civil, las denuncias, el activismo sea lo suficientemente potente como para contribuir a hacer surgir nuevos partidos políticos, nuevos movimientos sociales que derroquen a estos partidos, que supongan una alternativa real. Existen partidos, existen movimientos, pero por ahora no están suficientemente vertebrados. Quien tiene recursos porque está en el poder tiene más capacidad propagandística, tiene más capacidad mediática para alcanzar toda la población. The mine which Chance worked in until recently is almost 100 meters deep. Chance has told me that it takes such long time to crawl down and up again that he sometimes stayed down there for a week without coming up. Juu sijazoea donc nikikawia nafaa tu deserdita mimi natoka. Nakia kupumzika kwanza kusikia hewa ya nje tena mnaingia. Na mimi sijazoea bado. Njoo nilikuwa siatimiza beniliendeaka. Kuona kisi mimi natachelewa masomo juu ya franga. Aujourd'hui, on assiste à un exode rural très considérable ici. Avant, c'était nos villages qui nourrissaient la ville. Mais aujourd'hui, les gens du village, ils viennent chercher à manger ici pour ramener au village. Et c'est le travail de la femme qui est en partie. C'est la lutte contre l'insécurité. Parce que quand il y a guerre dans un pays, quand il y a une situation qui n'est pas du tout favorable au développement et au travail, les femmes ne peuvent rien faire. Et le défi là de l'insécurité, c'est pas aux femmes. Bien sûr, c'est aux femmes parce qu'elles doivent aussi collaborer. Mais c'est principalement aux autorités du pays qui doivent donner un climat favorable au travail de la femme et au développement pour qu'elle monte ses compétences. On peut décrire un certain nombre de violations des droits de l'homme. Je vais dire ici, par exemple, les violences faites aux femmes. Mais ce qui nous préoccupe, nous, ce sont les récurrences des violations des droits de l'homme. Ce sont les récurrences des assassinats. Ce sont les récurrences de la justice populaire. Ce sont les récurrences des déplacés internes. Ce sont les récurrences, n'est-ce pas, des maisons qui sont incendiées. Ce sont les récurrences des pillages et consorts. Aujourd'hui, on nous a dit que le phénomène, par exemple, les violences sexuelles, c'était un fait de la guerre. C'est ce qu'on nous disait avant. Mais quelques années après la guerre, on est en train d'assister aux statistiques qui augmentent au jour le jour et le phénomène, la problématique prend de l'ampleur et prend d'autres formes incommensurables qu'on ne sait même plus expliquer aujourd'hui. Et c'est sur la femme que tout cela retombe, vous imaginez. L'insécurité, même dans la ville, on voit des civils maintenant qui commencent à violer les femmes. On voit les viols se transmettent même par des petits enfants de 2 mois, 3 mois. C'est plus la guerre, mais c'est une situation d'insécurité permanente qu'on ne sait pas lutter et qui ramène tout ça dans le pays, dans la province ou dans le pays. Just today, I've met a woman called Masika. She has been raped 3 times. The first time they killed her husband just in front of her, cutting her in pieces. Lorsque l'insécurité monte d'un cran, on enregistre des cas de violation des droits de l'homme. On enregistre le nombre de femmes violées. On enregistre le nombre de personnes qui sont égorgées. On enregistre le nombre de personnes qui doivent être déplacées. Les populations sont en mouvement. Ils n'ont pas d'assistance.
la situation de la femme n'est pas du tout bonne plutôt au niveau social. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines cultures ici au Sud Kivu qui croient encore que la femme n'a pas une place de choix à côté de l'homme dans la société, que la femme ne peut pas parler là où les hommes sont en train de parler. La femme aujourd'hui est victime de beaucoup de choses ici au Sud Kivu, les viols, les violences sexuelles, les traumatismes, les stigmatisations, mais elle ne peut pas aller en justice parce qu'elle ignore, elle ne connaît pas où est-ce qu'elle peut s'adresser. Et vous trouvez que la situation continue, elle continue à s'engouffrer parce qu'elle ne connaît pas. Vous trouvez qu'il y a encore des mariages forcés ici où le papa de la fille dit tu dois marier tel homme et c'est parce que c'est le père qui a parlé, la fille doit respecter. Sur le plan économique, c'est la même chose. C'est la même chose parce que la femme n'est pas détentrice d'un pouvoir économique quelconque ici. Le pouvoir de l'achat de la femme reste encore très faible. Elle travaille, elle produit, mais c'est l'homme qui contrôle tout ici. I go to look for Chance to ask him if he will help me. Chance isn't there, but his mother invites me in. Mimi nashukuru Mungu sana kuona gisi anaponyoka mwa ile hali ya vile. Juu bale bote wenye balikufa kule ye hakukuwa mzuri. Pendant la période électorale, les femmes n'ont pas postulé, les femmes n'ont pas vraiment mis leur candidature, surtout au niveau des villages, parce qu'elles n'avaient pas de moyens pour mener leur campagne. Elles ne pouvaient pas le faire parce qu'ils avaient un faible pouvoir économique. Et c'est comme ça que dans nos villages, les femmes n'ont pas été très représentées dans la gestion de la chose publique. C'était l'une des causes de la non-représentativité de la femme. Il y a un adage ici qui dit les femmes étudient, mais ce n'est pas important parce que leurs études se terminent à la cuisine. C'est un adage populaire ici, mais qui produit ses effets et qui produit ses effets sur la femme aujourd'hui. Lorsque vous allez chez d'autres femmes, vous les interrogez, elles disent non, nous savons que la gestion de la chose publique, le leadership, c'est réservé aux hommes, c'est pas aux femmes, parce que les femmes doivent encore beaucoup apprendre, les femmes doivent encore beaucoup faire pour mériter ce travail. Le grand problème des femmes, le grand problème du blocage des femmes, c'est d'abord les femmes elles-mêmes. Avec les guerres ici, nous sommes une province vraiment qu'on appelle une zone rouge, parce que toutes les guerres qui ont secoué la RDC sont passées par les Sud Kivu ici principalement. Et le grand défi aujourd'hui, c'est lutter contre l'insécurité. Entonces yo lo que veo es que el momento donde se visibiliza más este conflicto es cuando aparece la mujer como víctima, el feminicidio, la violación, la agresión, pero no aparece en el tema de la responsabilidad social empresarial que hace también tropecientos años que está allí. Y ahí se ve en el documental, ¿no? La respuesta de Nokia como diciendo, esto no nos conocieron, ¿no? Sorry, we don't have anybody who can comment on that here available today. I'm truly sorry, I was not able to find any spokesman. I'm truly sorry. Able to arrange the interview here. Is to have more transparency. To put out your supply chain on your website. We are committed to improving our transparency. Yo me preguntaba hasta qué punto es como una doble moral y una falta de ética todo esto que se denomina la responsabilidad social empresarial. Hasta dónde llega, cuál es su verdadero alcance, qué se esconde detrás de los objetivos de la responsabilidad social empresarial. Cualquier medida aplicada hacia una empresa que sea solo de carácter voluntario tiene poca esperanza de que tenga éxito, en el sentido de que la empresa maximiza sus beneficios, sus inversiones, compite con otras. Que haga esfuerzos para tener una buena imagen y dedicar una parte de sus beneficios a promover la cooperación al desarrollo, a llevar algún tipo de asistencia humanitaria, a mejorar los derechos laborales de sus trabajadores, es positivo. Pero si no hay medidas coercitivas que fuercen eso, la empresa siempre tendrá su margen de maniobra respecto a este tema, tendrá las manos libres. Personne ne te dira ici que les multinationales sont pour la population. Bien que tout le temps ils disent non, nous avons signé des contrats avec votre gouvernement et nous respectons notre part de contrat, mais ce n'est pas du tout ça. Et sur le plan international, les gens doivent répondre à leurs actes, à tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça, ils sont en train de voler, il faut le dire. Ils sont en train de voler le peuple congolais. Et un jour, quand même, il faut qu'ils répondent de leurs actes. Donc,
les multinationales ne nous ont pas beaucoup aidés parce que pour un développement, quand même, je crois qu'il y a une opération retour. Lorsque vous voulez exploiter le gaz méthane du lac Kivu, vous devez donner quelque chose en retour et qui doit profiter aux Congolais. Lorsque vous voulez exploiter le coltan, l'or, le diamant congolais, il faut faire des activités qui aident les Congolais à mieux vivre, à mieux se développer là où vous exploitez vos activités. No sé si tú vas a implementar fábricas, vas a cambiar el sistema de vida de la gente, es decir, vas a hacer que la gente tradicionalmente agraria se vaya a la fábrica, que será otro sistema de explotación a una escala distinta, implicará una mayor urbanización del Congo y que también tiene impactos muy negativos y que hace falta considerar. Bueno. La palabra nuevo colonialismo y es algo que me pone los pelos de punta, ¿no? Pero evidentemente es lo que está pasando en África y en muchos países. Lo que pasa es que, bueno, si te refieres a una ayuda extranjera por los chinos que ya están pues, haciendo carreteras, infraestructuras y tal, yo no sé hasta qué punto esto sí daría trabajo, podría estabilizar el sector laboral, pero realmente buscaría otras formas más endógenas y creativas que la intervención extranjera. La forêt du Congo, qu'on est en train d'appeler patrimoine mondial, fournit, je crois, 20% de l'oxygène mondial. Mais le protocole de Kyoto, combien est-ce qu'il paye aux Congolais parce que cette forêt leur donne l'oxygène? On va nous garder comme des chimpanzés et ne pas nous développer parce que les autres peuvent continuer à avancer et nous rester comme des chimpanzés. Non. Si cette forêt est bénéfique à l'humanité, alors, conséquemment, il faut que l'humanité se mobilise et donne un pourcentage de tous les fonds utilisés dans la protection de l'environnement. Qu'est-ce qu'on voit? Aujourd'hui au Congo, il y a, dans le domaine agricole, il y a beaucoup de plantes médicinales au Congo. Les multinationales, ils viennent ici, ils achètent les matières premières à moins cher vraiment. Ils amènent ça en Europe ou en Asie, aux États-Unis. Et dès qu'ils ont fabriqué les médicaments, ils viennent encore revendre ces médicaments aux Congolais à plus cher. Pourquoi ces multinationales ne peuvent pas venir investir ici, employer les Congolais, les aider à trouver du travail, les payer et améliorer les conditions de vie des Congolais? Claro, si estamos planteando que la industria farmacéutica, puede haber una industria farmacéutica en el Congo ahora mismo, ni a 10 años vista puede existir una industria farmacéutica congolesa propia en el Congo. De ahí que la alternativa es o bien la industria extranjera, la multinacional extranjera, a implantar una industria farmacéutica en el Congo con los costes y las consecuencias que estamos comentando hasta ahora, o bien planteamos que el proceso de educación, de construcción de universidades, de inversiones en políticas públicas, todo esto a largo plazo puede dar algún tipo de resultado en el Congo. Ahora mismo, a corto y a medio plazo, a lo mejor no tiene que plantearse en establecer una industria farmacéutica, a pesar de sus riquezas. Pero puede que en el corto plazo sí que puede plantearse tener una industria cafetalera, o tener una industria de procesamiento del algodón, o tener una industria de procesamiento del té, o del cacao. Sus países vecinos compran el cacao, el algodón, el té, el maíz al Congo, y como tienen una pequeña industria transformadora para fabricar los paquetitos de café, para picar el cacao y convertirlo en chocolate, estos países vecinos, Kenia, Tanzania, Uganda, incluso Burundi y Ruanda, están sacando grandes beneficios comprando las materias primas en el Congo. Proceso de cacao. Por ejemplo. Pero volvemos y a eso las existe. mismas, volvemos a No, las pero mismas. eso existe. El gobierno no cogerá su responsabilidad, dirá que bien, las ONGs vienen y Claro, cumplen mi trabajo. cierto, pero ¿cómo cambiamos esa dinámica? Si la población... Como decía, con empoderamiento de ellos, Claro, que salga pero, de ahí, no sí, de nosotros para allá. Sí, pero tiene que haber algún proceso educativo que cambie esa dinámica. Y ese proceso educativo puede ser interno, mediante la Iglesia, mediante el Estado, el sistema público de educación, que es frágil, deficitario. Las clases de 100 niños con unos techos de Uralita que cuando llueve todos están jodidos y todos se van para casa. O sea, la realidad es la que hay. Pero por eso yo creo ¿Cómo que invertimos esa está dinámica? ahí, está en esa realidad la intervención, más que en general. Pero a la vez, la ONG de turno
también puede contribuir en ese proceso y está contribuyendo en ese proceso. Formación de profesorado, por ejemplo. Hay ONGs que se dedican a formación de profesorado, a construir colegios. Cierto que es responsabilidad del Estado, pero si el Estado está ausente, si el Estado no está invirtiendo, y por mucho que haya organizaciones de la sociedad civil que estén reclamando eso, que el Estado invierta, que el Estado no sea corrupto, el Estado no lo está haciendo, ¿cómo cambiamos esa dinámica? Aunque no sea la Bayern, aunque el capital sea incluso de los propios terratenientes, de los ricos del Congo, va a ser lo mismo, es decir, vas a financiar una industria, una fábrica, donde en vez de explotar los niños en la mina, los vas a explotar en el tratamiento de los materiales, en la construcción de móviles o... Creo que también es muy importante que las ONGs de aquí, cuando marchamos allá, es saber que vamos a trabajar a medio y largo plazo y que no tenemos que esperar un resultado, yo diría, casi inmediato. Y eso también nos viene por nuestra propia cultura occidental, que se nos pide, hacemos un proyecto y ya necesitamos resultados al final de año. A ver, ¿cómo voy a tener yo resultados al final de año si yo estoy hablando con la gente? Tengo que introducirme en una cultura diferente de la mía, tengo que conocer el otro. Bien que l'État ait signé des accords qu'on appelle les accords léonins qui profitent seulement aux multinationales et ça ne profite pas au peuple congolais, mais également ces accords profitent à certains individus qui sont au niveau du gouvernement, qui profitent de ces accords, qui ne profitent pas également au peuple congolais. Les multinationales ne pouvaient pas accepter de signer ce genre de contrats. Pourquoi? Parce que sur le plan international, comme l'a dit bien Joly, il faut la solidarité. Il faut que les pays riches aident les pays pauvres. Et lorsque un multinational accepte de signer un tel contrat, qui n'est pas en faveur à la population congolaise, je pense que lui aussi est complice quelque part de l'insécurité qui sévit dans les pays. Nous avons besoin des investisseurs qui viennent ouvrir des usines, construire les routes, les écoles, les hôpitaux. Voilà le type de projets dont on a besoin. Y ceux-ci son des projets connecteurs. Una de las entrevistas que tuve cuando estuve en este último viaje, en finales del 2011, durante las elecciones en el Congo, me entrevisté con el presidente de los empresarios de la provincia, ¿de acuerdo? Y una de las preguntas que me hacía era, tú estás viendo las dificultades que tenemos, estás viendo que no tenemos industria transformadora, estás viendo que las carreteras están destrozadas, ¿por qué no venís europeos a arreglarlas? ¿No estáis viendo cómo los chinos lo están pasando por delante? Je prends l'exemple, par exemple, il y a des multinationales qui sont venues ici et qui ont promis à la population, nous allons exploiter, mais on va vous construire des écoles, des hôpitaux, des routes et ainsi de suite. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Et le gouvernement congolais est là, ne suit pas, ne fait pas de contrôle, des audits, ainsi de suite. Rien ne s'est fait. Et donc la conclusion, c'est que les multinationales favorisent également l'insécurité, la pauvreté du peuple congolais. Y yo le respondía, cierto, los chinos están viniendo más rápidamente que los europeos porque asumen unos costes inferiores, porque las leyes que deberían regular los derechos laborales, la empresa que debe estar presente en el Congo, etc., la empresa china se puede adaptar mucho mejor a unas circunstancias de irregularidad. Y también sobre todo por el hecho de que finalmente
la calidad del producto, en este caso concreto la carretera, estábamos hablando de que realizaban carreteras que eran de tierra apisonada, en un país donde la estación de lluvias es muy intensa. Cada temporada de lluvias, durante la temporada de lluvias del momento más intenso, la carretera de tierra apisonada volvía a estar destrozada. Pero el coste que había supuesto cada año se estaba replicando, ¿cierto? Era infinitamente mucho más barato hacer una carretera de tierra apisonada que hacerla de alquitrán. Les routes ne sont plus praticables. Et dans nos villages, les gens ils ont la force, ils ont le courage de travailler. Mais comment écouler les produits agricoles, ça pose problème. Donc, dans nos villages, les gens sont privés de voies d'accès. Ils ne savent pas comment écouler. En conséquence, ils n'ont pas accès aux soins de santé, ils n'ont pas accès à l'éducation. Donc, tous ces citoyens sont favorables à une manipulation politicienne. C'est dans ces groupes qu'on recrute, les miliciens. C'est dans ces groupes qu'on peut le manipuler à souhait. When you think about how you can stop the mayhem that's going on to people and the awful things that are being perpetrated on women and children particularly, but on everyone, one of the best ways is to get your hand on the money and stop it. And so we've put this bill together to say that you have to use minerals that have come from a traditional legitimate source, not through the back door of these warlords stealing and using people and using it to fight a guerrilla warfare. So it's from my point of view, you cannot reap the benefits of civilization on the backs of that kind of cruelty and awful treatment of human beings. And we have to do what we can to stop it. Antes comentábamos una ley que se tramitó en Estados Unidos. Eso quiere decir que hubo una presión internacional y nacional, sobre todo en Estados Unidos, para forzar que el congresista que hemos visto en el documental sintiera un punto de sensibilización hacia la situación del Congo y decidiera contribuir a elaborar una ley para regular la exportación de productos, mejor dicho, la compra-venta de productos procedentes del Congo, minerales procedentes del Congo por parte de multinacionales estadounidenses. Bon, par rapport à l'appui que peuvent nous fournir, nous appuyer, c'est-à-dire les simples citoyens européens ou les simples citoyens de la communauté internationale. C'est tout simplement de nous tenir main forte par rapport au lobbying que les Congolais sont toujours en train de faire. Bien que, bon, c'est vrai que les citoyens, ils n'ont pas de pouvoir, ainsi de suite, des décisions, mais tout simplement de nous aider à faire le lobbying, mais également de faire de pression sur leur gouvernement. No solo es Estados Unidos, es la Unión Europea, es China, bueno, pues también en Europa, también en China, también en otras partes del mundo tienen que surgir iniciativas para promover una legislación que sea al final internacional. En Europa está empezando, hay pequeñas iniciativas, aquí en Cataluña, hay iniciativas en el Reino Unido, hay iniciativas en Bélgica. Bien, poco a poco esto también suma. Abogando a la comunidad internacional, a la ayuda que deben recibir, que se da mucha ayuda al tsunami de donde sea, vale. Pero es que la comunidad internacional está regida por unos valores en los cuales entra la sociedad de consumo que lo que está provocando es la alienación individual de la sociedad y el individualismo. ¿Queremos ir todos juntos a un camino así? ¿Queremos que el Congo sea así? Yo particularmente no, supongo que mucha gente tampoco, pero ¿cómo llevas esa sensibilización a la sociedad más próxima que tienes, círculo de amigos, familiares, lo que sea, y que te quieran escuchar y que no estén con el móvil en la mano? Queremos que la gente sepa. Parla en català, si vols. No, perquè a veces jo... Però que els companys entenen. Sí, que entenen. Ja porten molts mesos aquí. No, és que nosaltres el que volem és que la gent sàpiga el que està passant. Volem transmetre això. Però a través de la telefonia mòbil ens apropem moltíssim a la població congolesa. Ens apropem moltíssim, perquè jo tinc el telèfon a la mà
miro el que hi ha dintre i mira, ja puc veure, sense haver vist encara la pel·lícula, puc veure la persona o les persones que hi ha darrere, que han treballat en l'explotació d'aquest mineral. People always talk about all these countries are so corrupt. Well, who's buying? Left to their own devices, these companies most likely aren't going to change behavior until, as you know better than anyone, until there's consumer demand for change. There's transparency, so publishing the supply chain is one element of it, but it's not enough. So I'm very disturbed when I hear that people say they're already doing all they can. It's disingenuous, it's inaccurate, and it just slows down the effort to try to get a solution. And so, you know, who suffers from that kind of deception is the people in Congo. Bien qu'on dit que la paix ne regarde que les Congolais et que c'est celles les Congolais qui doivent être le premier à chercher la paix. Mais entre-temps, on ne peut rien faire parce que nul n'ignore que le pays africain dépend de l'Occident et que toutes les décisions, c'est sur le plan international que ça se prenne. Mais maintenant, voilà, il faut que la communauté internationale nous aide à arrêter la guerre. La grande interpellation, nous, la grande recommandation qu'on peut accorder à la communauté internationale aujourd'hui, c'est cette mobilisation. Comme ils le font quand il y a tremblement en Chine, comme ils le font quand il y a tsunami, comme ils l'ont fait quand il y a eu d'autres problèmes au monde, qu'ils le fassent aussi pour la RDC parce que nous sommes des citoyens du monde comme tous les autres. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, la Church Entitats por la República Democrática del Congo? Pues está difundiendo este documental, por ejemplo, aparte de hacer charlas, seminarios, clases. Hemos conseguido elaborar una moción que se está apoyando, se está aprobando por diferentes ayuntamientos de Cataluña. Ahora hay 11 ayuntamientos en Cataluña que ya la han apoyado. Esta moción pide transparencia en la cadena de suministro de los minerales en el Congo. Hasta aquí lo positivo. ¿Qué ha pasado con esta moción? Que para aprobarla hay una cierta inquietud por parte de los partidos mayoritarios en este país por el miedo que puede ahuyentar, que puede asustar a las empresas y al Congreso Mundial de los Móviles. Hablar con los políticos, hablar a este nivel sin tener el apoyo de la sociedad civil en general para apoyar lo que nosotros reclamamos a los políticos, eso también es muy difícil, porque necesitas apoyo. Si tú vas a presentar, a hablar de un tema, pues necesitas apoyo. Las personas tienen que saber, la ciudadanía tiene que saber que esto está pasando. Lo que estamos haciendo con la xarxa, bueno, la xarxa de entitats, es esto. Se ratificó el Tratado Internacional de Comercio de Armas, que es un elemento que muy indirectamente, pero también contribuye a limitar las causas del conflicto en el Congo. Es decir, desde muchos frentes, a pesar de las dificultades, a pesar de la alienación, a pesar del individualismo, a pesar del consumismo exacerbado que existe en la sociedad, también hay iniciativas. Le Congo est membre des Nations Unies aujourd'hui. Mais lorsque vous voyez la mobilisation que les pays des Nations Unies font eux-mêmes en faveur du Congo, c'est rien du tout. Moi, je ne cache pas la face, c'est rien du tout par rapport au problème qu'il y a au Congo aujourd'hui. Parce que quand cette guerre a commencé, on ne savait pas que ça allait durer une dizaine d'années. Nous, on pensait que c'était un problème de 2, 3 jours, 1 mois, 2 mois. Mais voilà que des enfants sont nés, ils sont grandis, ils vieillissent dans ce même problème et ça prend de l'ampleur chaque jour, chaque jour. C'est parce qu'au seul État congolais, il faut qu'on le reconnaisse, il y a encore des difficultés énormes ici. Vi que estaban los cascos azules, pero ¿qué mantenimiento de paz es el que tienen de hecho ahí? Es que me gustaría... Naciones Unidas llega en el 99 a petición del Congo y otros países de la región para intentar... en esos momentos lo que se denomina intentar forzar un alto al fuego. Entre las partes, Naciones Unidas establece una misión que en esos momentos, y todavía hoy en la actualidad es una de las mayores misiones de Naciones Unidas en el mundo, cuenta con alrededor de 20.000 soldados. En ese momento establece un acuerdo de alto al fuego. Los países que se están enfrentando, porque en el Congo se enfrentaron alrededor de 11 países junto a los grupos armados, algunos apoyando al gobierno y otros apoyando a los grupos armados. En ese momento estábamos hablando de una guerra mundial, lo que se conoce por la Primera Guerra Mundial Africana, en el sentido de que tal era la implicación de los países de la región, los recursos, los militares que habían invadido el Congo, cobrando a base de explotación de minas algunos ejércitos, el angoleño por ejemplo, el de Zimbabue también. La MONUC est venue à notre rescousse. C'est la plus
grande mission des Nations Unies au monde aujourd'hui. Près de 20 000 hommes. Je crois qu'on devrait demander à la MONUC d'imposer la paix. De s'interposer réellement. Par exemple, aujourd'hui, avec l'opération Kimia 2, chaque fois qu'il y a poussé, on peut mettre par exemple la MONUC à rassurer la population, à faire une police ou à former une police qui garde la sécurité de la population. Mais quand on déplace ces militaires ici pour aller déstabiliser les camps des bandes armées là-bas, ces populations qui restent ici sont sans protection, sans police, sans MONUC, sans armée. Et ils reviennent commettre encore des forfaits. Mais aussi il y a toute la confusion qui peut surgir. Naciones Unidas, sus cuarteles, sus bases en el Congo apenas controlan un 10% de todo el territorio y controlan las principales vías de comunicación. Están patrullando las principales vías de comunicación. Pero cuando te vas, te alejas de los grandes núcleos de población, allí no hay presencia de Naciones Unidas. No hay nadie. Allí la presencia es quien tiene el poder, el control es el ejército. 1.500 millones de dólares es el coste de una misión de 20.000 soldados. 1.500 millones de dólares es el presupuesto de Naciones Unidas en ese país. Pero también 1.500 millones de dólares, más o menos, el presupuesto que tiene el gobierno para administrar un país de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Y 1.500 millones de dólares el presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona, una ciudad que tiene 2 millones y medio de habitantes. Mais cette MONUC, si elle ne peut pas vraiment agir pour imposer la paix, en quoi est-ce qu'on retiendra qu'elle est venue pour faire la paix? C'est une mission de la paix des Nations Unies. Si on a appelé la MONUC, c'est parce que le pays était dans l'incapacité de se protéger contre les menaces. Et je crois que c'est ça le rôle d'une mission internationale. Ce n'est pas venir se promener dans les voitures ici. Para que la situación siga igual, me pregunto realmente si los objetivos se han cumplido. Y por otro lado, yo creo que la intervención de Naciones Unidas ahora ya incluso puede ser un factor que exacerba la situación. Por lo tanto, yo creo que Naciones Unidas hay que dejarlo de verlo como un dios fantástico de la paz, que me preocupa mucho que se siga viendo así. Mais aussi longtemps que la mission des Nations Unies est là, que la menace continue à peser, je crois qu'ils ne peuvent pas avoir des excuses auprès de la population pour dire nous ne sommes pas venus pour ceci ou cela. Ils sont venus pour la paix. Et c'est pourquoi ils portent les casques bleus. El genocidio del 94 en Ruanda hasta la actualidad, las cifras son tan dispares como hablar de 500.000 de mujeres violadas entre Ruanda y el Congo. Y que incluso hay estudios que hablaban de que sí se estaba produciendo un tsunami a nivel de víctimas mortales cada 3 meses en el Congo. La Deuxième Guerre mondiale a frôlé 6 millions de morts. Mais aujourd'hui, le Congo a dépassé. Si on considère ceux qui sont tués par les armes, si on considère ceux qui sont morts en déplacement, si on considère tous ceux qui ont péri pendant ce temps, les statistiques sont effrayantes. Mais est-ce qu'on ne peut pas arrêter comme on a arrêté la barbarie? Le temps pourra déterminer le Rwanda à changer de politique dans le traitement des questions de génocide. C'est une question de temps. Le Rwanda a mis en place ce qu'on a appelé des gachacha pour sanctionner les génocidaires, mais je crois que les gachacha n'ont pas jeté les bases d'une réconciliation. Les gachacha ont créé une autre catégorie de victimes, c'est-à-dire celles composées des innocents qui n'ont pas été blanchis. Donc c'est le temps peut-être pourra jouer et le gouvernement rwandais pourra requalifier sa vision par rapport au génocide. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens exigent la conférence des dialogues internes. Donc la pression de la communauté internationale est importante pour que, en fait, le Rwanda s'inscrit dans la recherche globale d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Et là, on va intégrer la question des FDLR. Et je me réjouis de la redynamisation du CPGL, qui est notre cadre, qui pourra permettre à ce que
les trois pays, le Rwanda et le Burundi, conçoivent des projets intégrateurs qui rassemblent le peuple. Les FDLR ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais et ils ont le droit de réintégrer leur pays. Et je crois que les efforts qui doivent être menés, ça doit tendre dans le sens de les retourner dans leur pays. Parce qu'ils ont le droit d'habiter leur pays. Et pour preuve, ils n'ont pas renoncé à leur langue. Ils n'ont pas renoncé à leur culture. C'est qu'ils gardent une attache à leur pays. On doit les aider. La communauté internationale doit les aider à rentrer chez eux, à reconstruire leur pays, à se réconcilier avec leurs frères. Il est bien clair que le gouvernement congolais ne peut pas se prendre seul en charge par rapport à cette question des FDLR. Nous l'avons vécu, nous sommes en train de le vivre jusqu'à maintenant. C'est la communauté internationale qui est responsable de tout ça. Les différents groupes congolais ont été invités à intégrer le processus de paix. Et c'est ça le programme Amani. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a des brigades désintégrées. Mais tous ne sont pas entrés. Parce que les FRF, par exemple, est toujours réfractaire. Ils sont dans les hauts plateaux de Minembwe. Le Rwanda a pu parrainer certains mouvements rebelles. En fait, c'était pour répondre à la problématique des FDLR, qui fait partie aussi des problèmes, des enjeux. Alors, si le Rwanda, sur l'accord, le Rwanda et la République démocratique du Congo peuvent ensemble trouver une solution globale à ces phénomènes, je crois que c'est une bonne chose par rapport à la paix. El alto fuego ya no existe. Lo que pasa es que como tenemos, por un lado, Ruanda, como os decía, periódicamente entrando en el Congo o enviando soldados, agentes secretos, para reorganizar milicias. Por otro lado, este grupo armado, las FDLR, las que en ese momento, en el 94, causaron o cometieron el gran genocidio. Pero por otro lado, tenemos milicias de autodefensa. Dada la presencia de Ruanda, dada la presencia de estas FDLR, y dada la presencia en algunos momentos del ejército congolés, que como vemos también, como hemos visto en el vídeo, también contribuye a fomentar la corrupción, a cobrar tasas a la explotación de los recursos, y en algunos momentos también ataca a la población civil, saquea poblaciones que están vinculadas con el enemigo, poblaciones de comunidades o de la etnia vinculada a Ruanda, poblaciones de la población mañana Ruanda. Es decir, el ejército también es un actor parte del conflicto. Si le Congo avait une armée bien formée, bien disciplinée, je crois qu'on aurait pu minimiser les dégâts sur cet angle-là. Mais parce que l'armée aussi est impliquée dans beaucoup de violations des droits de l'homme. On ne peut pas avoir une armée qui va travailler, qui va contribuer à la construction de la paix lorsque cette armée, au sein de cette armée, vous avez des officiers, des responsables qui ont commis des violations graves des droits de l'homme. C'est impossible. Donc il faut une pression sur le Rwanda et une pression sur le Congo pour que tous ceux qui ont été impliqués dans les crimes graves soient inquiétés, soient poursuivis par la justice. Donc ça, c'est du côté congolais. Pour que le Congolais continue. Le Congo ne reste pas le repère des génocidaires. Il faut que le gouvernement congolais livre toutes les personnes soupçonnées d'avoir trempé dans les génocides. Et au Rwanda aussi, il faut une pression pour que l'environnement politique soit détendu, pour que les gens rentrent librement. La communauté internationale qui avait à ce moment-là activé l'opération Turquoise 1 peut aujourd'hui activer Turquoise 2 pour dire ceux qui étaient mineurs d'âge, ceux qui veulent rentrer et qui ne sont pas concernés par le TPIR, ils peuvent rentrer et être intégrés dans la société. Et je crois, c'est ça le plaidoyer qu'il faut faire. Ceux qui ont commis des forfaits doivent répondre de leurs actes. Parce qu'il ne faut pas qu'on demande au Congo maintenant, aujourd'hui, de chercher à contenir une insécurité permanente qui est comme une épine dans le dos.
Nous sommes dans une région où au proie à la guerre tout le temps. Et lorsqu'il n'y a pas de paix, on ne peut rien faire. Même si on cherche la sécurité, même si on cherche le développement de la femme, même si on cherche le développement du pays, ça ne peut pas marcher lorsqu'il y a la guerre. Pendant toutes les guerres, toutes les rébellions, les populations rwandaises et congolaises ont continué les échanges. Ouais. Les populations rwandaises et congolaises ont continué à se côtoyer. Donc il y a, je crois, des points de convergence sur lesquels on pourra travailler. Et la communauté internationale, je crois, doit mettre le paquet, doit mettre la pression, pas sur le Rwanda seulement, et sur Kinshasa. Tout de suite là, le gouvernement du Sud Kivu vient de lancer un programme qu'on appelle Armes contre $100. Je ne sais pas si vous êtes informés. Hier, on a retrouvé seulement 12 armes. Mais ceux qui détiennent encore les armes et qui pensent qu'ils peuvent les restituer moyennant $100, c'est toute une campagne de désarmement. Mais nous, comme organisation de droits de l'homme, nous aurions souhaité que ces armes, une fois collectées, qu'on les mette dans une moule, qu'on en fabrique des tracteurs, qu'on en fabrique des roues, et qu'on interdise à ces pays qui nous envoient anarchiquement les armes à les faire. Parce que nous n'avons pas d'usine de fabrication d'armes. So what do you think I've been following these teenage boys in Walikale. What should I, because I've been telling them that I'm coming here to film you guys and the way that you're suffering, and then I will go to Nokia and talk to them about, because they are the ones making a profit from your work. And now I'm here in Nokia, and what can I tell these boys? I mean, what do you think? What is if we look at the near future? Well, I think you can always tell, and I think that's very important, that there's always hope, and there's a hope for better future, but the solution is of course complex, and the road there is very complex. So this is this is a hard thing to tell them, I think, that I have to go and say, well, you risked your life making this film, we were hoping for that it could, maybe change something. I can't, I have to tell you that it's not very likely that it will be very soon. Huh? I actually have much bigger hopes for your own film, actually. I think your film has a great opportunity to bring these things into attention in the Western world. Sorry, I need to take care of your schedule and the Sure. Yes. What time is it? It's 2 o'clock, so Sorry, to catch your plane. I've got a flight to catch. Yeah. Au lieu que les élections se déroulent sur des défis majeurs de développement, de lutte contre la pauvreté, on a vu les débats étaient plus ancrés sur l'appartenance tribale, ethnique. C'est un défi majeur. Un autre défi, c'est en fait la problématique de la citoyenneté. La citoyenneté veut que le citoyen participe à la gestion de la chose publique. Elle veut que tout le monde accède aux services sociaux. La citoyenneté veut que tous les citoyens accèdent de la même manière à la justice. Et enfin, l'autre défi, c'est d'accorder un pouvoir économique à la femme. Que les autorités comprennent que quand même lorsqu'une femme travaille, elle doit mériter un poste, elle doit mériter une promotion, elle doit mériter un salaire égal au travail qu'elle fournit. Il ne faut pas dire que parce que c'est la femme, elle a un tel salaire, et parce que c'est l'homme, elle a un tel salaire. L'autre défi que les femmes doivent relever, c'est donc cette compréhension mutuelle entre les femmes. Que les femmes comprennent que dans d'autres femmes, on peut avoir des compétences qui peuvent aider les pays, qui peuvent aider la province, qui peuvent aider le développement d'un village ou d'un quartier. Il faudra aussi réorganiser, je crois, l'État pour que la force ne soit pas un mode d'accès au pouvoir. Parce que depuis 1997, c'est une succession de rébellions. Des rébellions qui sont légitimées par des négociations politiques. Alors, tant que les Congolais auront à l'esprit que c'est plus facile de prendre les armes et de négocier pour accéder au pouvoir, nous aurons toujours des conflits en permanence. Il faut que
qu'on travaille sur la promotion des valeurs démocratiques, de la culture à la paix, mais aussi la culture aux droits de l'homme. Les armes, quelle que soit leur utilité, les expériences de ceux qui ont utilisé la force pour contenir ou pour promouvoir la paix, a prouvé le contraire. L'histoire du Balkan, l'histoire au Moyen-Orient, la preuve est là. Donc il y a une autre approche qu'on peut exploiter, c'est celle de promouvoir les valeurs humaines. Nous pouvons encourager tout celui qui veut venir investir au Congo, de venir et de nous aider à reconstruire un Congo nouveau, qui pourra, un Congo pacifique, un Congo où il y a le respect des droits humains, un Congo où l'hospitalité n'est pas cause de l'insécurité. Le Congolais ne demande pas grand-chose, ils demandent juste la paix pour accéder à leurs terres, pour accéder à leurs champs, pour nourrir leurs enfants et pour faire étudier leurs enfants. Et si nous accédons à la paix, on ne pourra rien demander. Je pense que le Congolais s'autosuffise. Si nous avons la paix, on peut vivre normalement et sans aide de qui que ce soit. Lady Belle, never gonna watch it all,